Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Début décembre, les sénateurs ont auditionné Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, le fameux plan étudiant par lequel le gouvernement entend transformer l'accès à l'enseignement supérieur et mettre fin au tirage au sort. L'objectif, c'est notamment de réduire le taux d'échec en première année à l'université d'environ 60% aujourd'hui. Et pour cela, le gouvernement entend mettre l'accent sur l'orientation dès le lycée et obliger certains candidats à suivre un accompagnement pédagogique spécialisé si cela est jugé nécessaire par leur établissement. Le texte évite les termes très polémiques de sélection, de prérequis ou même d'attendu. Néanmoins, de nombreux syndicats lycéens et de nombreuses organisations étudiantes restent inquiètes et dénoncent une sélection déguisée. Retour donc tout de suite à la conférence des présidents de l'université qui était donc auditionnée par les sénateurs. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Philippe Vincent, je suis secrétaire général adjoint du SNP2N, qui est la première organisation représentative des personnels de direction de l'éducation nationale. Et par ailleurs, je suis proviseur d'un lycée polyvalent de 2400 élèves et étudiants à Marseille. Petite usine. 315 enseignants et 80 personnels d'autres types. C'est une petite ville en soi. Bien, du point de vue du SNP2N, sur ce que nous connaissons des projets législatifs en cours, nous considérons qu'à ce stade, il semble répondre aux exigences de ce qu'on souhaiterait appeler une affectation pacifiée dans le supérieur suite aux aléas en particulier de la dernière campagne APB. Plusieurs points attirent notre attention et de manière favorable. La disparition programmée du tirage au sort qui avait quand même beaucoup ému et qui avait marqué les limites d'un système. Un travail plus coopératif de l'ensemble des acteurs et puis aussi un travail sur ce que sont les attendus. Alors on a évoqué prérequis pendant un temps, aujourd'hui c'est la terminologie attendue qui est de mise, sur ce qu'on attend d'un bachelier récent à son entrée dans le supérieur. Et puis, si j'en crois les projets, aussi une offre supplémentaire sur les filières en tension, parce que c'est essentiellement autour de ça, l'an dernier, que le système a grippé, puisqu'on s'est retrouvé à la rentrée au plan national avec environ 6000 lycéens sans affectation. Je mets un bémol sur ce point, parce qu'effectivement, si on fait le constat à la rentrée aux alentours du 3-4 septembre, on peut se trouver en tension. J'imagine que si on faisait le même constat 3 semaines après ou 6 semaines après, le problème aurait disparu. Je le vois dans mon établissement où aujourd'hui, en BTS en particulier, puisque j'ai 16 classes préparatoires et 12 BTS, on serait incapable, pratiquement dans chaque section, d'accueillir 1 ou 2 étudiants supplémentaires. Donc on voit bien qu'il y a un problème conjoncturel d'affectation des bacheliers à la rentrée qui peut se résorber plus ou moins au fil du temps. Alors c'est sans doute plus ou moins vrai selon les filières et les demandes. Donc de notre point de vue, je dirais qu'il y a quasi philosophiquement un accord de base sur les principes généraux. Là où nous sommes à ce stade plus dubitatifs, c'est sur les mesures demandées en lycée de manière plus spécifique, à la fois sur leur contenu, à la fois sur leur faisabilité et à la fois sur leur calendrier. Aujourd'hui, il y a quand même un timing qui nous interroge. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième, c'est notre capacité à informer les parents sur quelque chose d'un peu stabilisé que nous ne voyons pas totalement apparaître. Et lorsqu'on nous annonce les premières saisies des élèves au 21 janvier, ça nous interroge quand même sur la faisabilité du système. Et troisièmement, et ça, ça renvoie peut-être plus à vos travaux, j'avoue que les responsables ont du mal à s'y retrouver dans le maquis des annonces, des textes, du niveau des textes. Alors on a des PowerPoint, on a des vadémécum, on a des annonces, on a des tweets et il y a quelques décrets qui sont parus au JO. Voilà, on a un peu du mal à s'y retrouver, même lorsqu'on interroge les responsables académiques. J'ai eu hier le numéro 2 du rectorat d'Aix-Marseille.
lorsque je l'ai interrogé sur la partie réglementaire, il était assez en peine pour me répondre. Donc on voit bien que cette foultitude d'annonces et de prescriptions, aujourd'hui, manque sans doute un peu de cohérence. Et une des questions, c'est qu'est-ce qui ressort de la future loi ou pas. Voilà. Donc, après, je répondrai volontiers à vos interrogations dans le détail. Très bien. Monsieur Roussel. Merci. Donc Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université et président de l'université Paris-Marne-la-Vallée. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà eu la chance d'être invité dans cette assemblée. Donc pour la conférence des présidents d'université, donc je crois que voilà, on s'est suffisamment exprimé sur le sujet. La loi, pour nous, voilà, on est favorable à cette loi. Alors comme ça a déjà été évoqué, le point principal que ça permet de faire sauter, de déverrouiller, c'est quand même la question du tirage au sort dans les filières en tension des universités. Donc c'est ce point-là voilà, que cette loi doit permettre de régler dans l'absolu. Elle ouvre des perspectives, mais qui restent encore à prouver sur le rapprochement entre les différents acteurs de l'enseignement supérieur, qu'il y ait une vision globale, et nous on y tenait beaucoup, que l'entrée dans l'enseignement supérieur ne soit pas que la question des universités, voiture balai de l'enseignement supérieur, mais que la question de l'affectation dans le supérieur soit pensée de façon plus globale avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, lycée, université, et autres acteurs des autres ministères. Hein. Donc c'était vraiment un point, mais voilà, qu'on voit présent dans la loi, mais qui reste encore à mettre en œuvre. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail de la loi, et je vous laisserai poser des questions. En revanche, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les délais sont extrêmement courts hein, pour cette année. Hein, une mise en œuvre extrêmement rapide, beaucoup d'inconnus encore sur, alors qu'on doit mettre en œuvre des choses déjà dans les établissements, on doit les mettre en œuvre en temps masqué et même en vision masquée de ce que va être l'objet suivant. Donc là, voilà, il y a un timing qui est très très court, qui probablement, à la fois en termes de prise de conscience des enjeux, ne permettra pas aux établissements dès cette année, voilà, de prendre les enjeux, voilà, totalement dès cette année, de mettre en place un certain nombre de parcours. Hein. L'autre ambition du texte est quand même de pouvoir mieux accueillir un certain nombre de jeunes dans nos établissements et les faire réussir à l'issue. Le temps qui est entre aujourd'hui et la rentrée prochaine, probablement que la réforme ne pourra pas se mettre en place dans toute son ampleur dès la rentrée prochaine. Donc je vous dis tout ça pas pour dire que voilà, je suis inquiet, mais plutôt qu'il ne faut pas que vous regardiez cette réforme probablement pour une évaluation à 1 an, mais il faut vraiment la penser dans la durée, et elle ne pourra donner vraiment des résultats, cette réforme, pas l'année prochaine, mais probablement dans 2-3 ans. Donc je le dis dès aujourd'hui, puisque je sais que vous êtes attachés dans vos assemblées à avoir une évaluation des politiques publiques qui sont menées, et probablement, je tiens à le dire aujourd'hui, compte tenu des délais impartis, il y aura un certain nombre d'imperfections et de choses qui ne seront mises en place que parce qu'elles existent déjà aujourd'hui dans nos établissements. Elles seront peut-être généralisées, mais voilà, le résultat de la réforme, il me semble, ne sera mis en place que dans l'avenir. Dernier point sur lequel je voulais intervenir auprès de vous, c'est sur la question de la confiance aux établissements. Et principalement la confiance aux établissements d'enseignement supérieur, enfin les universités en particulier. Aujourd'hui, le texte nous semble, sur certains points, manquer un peu de confiance dans les universités, donner un rôle très important aux recteurs. Or, il nous semble que la réforme ne pourra se mettre en place que si on est dans un climat de confiance des recteurs vis-à-vis des universités, mais également des universités vis-à-vis des recteurs. C'est un système qui, si on le veut vertueux, ne pourra pas se faire par injonction, hein, et nécessairement doit être basé sur un modèle de confiance. L'autre point, et les législateurs ont toujours une envie de cadrer mieux les choses, et donc je me permets aussi de le dire devant vous, attention à ne pas multiplier les contraintes dans les textes législatifs qui derrière vont
empêcher la réforme de se déployer de façon la plus efficace possible. Voilà, on a vu des choses qui apparaissent sur des cadrages nationaux. Voilà, au niveau des universités, les universités sur les masters ont prouvé que, en nous laissant de l'autonomie, en nous laissant la capacité à fixer nos programmes, nous étions capables de produire, et les résultats qui sont sortis hier, je crois, sur les masters, montrent encore une augmentation de l'insertion professionnelle des jeunes issus de nos masters. Il y a très peu de cadrage dans les masters, donc faites-nous confiance, législateurs, laissez-nous l'autonomie de mettre en œuvre de la façon la plus efficace dans nos établissements cette réforme. Voilà, c'est les deux messages que je voulais passer aujourd'hui. Merci à vous. Très bien. Alors, je vais donner la parole immédiatement à notre rapporteur qui a quelques questions à vous poser et ensuite, bien sûr, à l'ensemble des collègues qui souhaitent s'exprimer. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci à vous deux d'être présents ce matin pour ces auditions. Alors je souhaiterais poser des questions, chaque fois question par question. C'est un peu fastidieux, mais c'est vrai qu'on a besoin dans le rapport qu'on veut écrire d'avoir des réponses peut-être plus précises, même si vous avez envisagé déjà quelques réponses sur la confiance entre les recteurs, les législateurs, etc., l'université et la CPU, et vous savez qu'on est dans ce système-là. La première question s'adresse à M. Gilles Roussel, donc président de la CPU, c'est vis-à-vis du projet de loi qui aboutit à transférer une charge auparavant assumée par l'algorithme APB sur les équipes des universités qui vont devoir, dans les filières en tension, examiner les dossiers de tous les candidats. Je dis bien tous les candidats. C'est une bonne chose, mais les universités sont-elles à ce jour en mesure d'absorber cette nouvelle charge de travail? Est-ce que vous l'avez chiffré? Oui, chaque question par question pour qu'on ait une présidente qui nous... Donc c'est une inconnue sur la globalité de l'établissement. Effectivement, puisque la plupart de nos filières de licence ne faisaient pas ces tris. Pour autant, on a déjà dans nos établissements des DUT qui faisaient déjà ce travail-là, donc on a déjà une expertise dans nos établissements, expertise qui montre que ce travail-là n'est pas insurmontable. Si on compare, moi j'ai regardé dans mon établissement, c'est assez comparable les taux de pression, enfin le nombre de dossiers à étudier pour un DUT est à peu près comparable à celui qu'on aura sur une licence dans nos établissements, et les outils qui sont mis à disposition, dont on espère, et là ça fait partie des inconnus, qui seront les mêmes que ceux qui sont mis à disposition aujourd'hui des filières sélectives, nous permettront de faciliter et d'aider nos collègues à mettre en place ces classements en fait des étudiants. On sait aussi qu'on a déjà certaines filières qui procédaient déjà à une forme de sélection et de classement des étudiants par rapport à leurs vœux. Et donc de ce point de vue-là, bon, même si ça va nécessiter de mobiliser des étudiants, je pense qu'on a des outils pour minimiser l'impact que sera sur les établissements, et avec un accompagnement pour les premières années, parce que c'est sur les premières années, c'est aujourd'hui, dans les UT, on a l'habitude de le faire, et donc c'est habituel, et donc ça ne nécessite pas de surcoût. Dans nos licences, ça va être un travail supplémentaire. Donc pour accompagner ce travail supplémentaire et cette mise en place, probablement que la première année, il faudra qu'on accompagne. Mais je ne suis pas extrêmement inquiet sur notre capacité, si on a les outils, pour arriver à le rendre le plus simple possible pour nos collègues. Mais ça demandera un investissement que nous ne faisions pas précédemment. Très bien, monsieur le rapporteur. Une deuxième question, toujours au président Roussel. Quel bilan avez-vous tiré de l'application de la loi sur la sélection en master? Vous savez ce qu'on appelle l'application du droit à la poursuite d'études. Est-ce que vous ne craignez pas que ce dispositif, le nouveau dispositif qui confie à nouveau au recteur le soin de proposer une formation candidat, qui n'aurait eu aucune proposition d'admission via Parcoursup, n'aboutisse à une nouvelle usine à gaz? Alors, effectivement, l'affectation au début d'année, de l'année, on a vu que l'affectation au niveau des masters n'a pas été aussi fluide qu'on pouvait l'espérer. Je
je mets ça aussi sur le délai, enfin sur le temps de mise en œuvre et l'habitude qu'on va avoir de travailler avec les recteurs. Donc avant de tirer un bilan définitif, je préférerais qu'on en reparle l'année prochaine si vous me réinvitez dans cette assemblée. En revanche, c'est l'un des points sur lequel que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la confiance nécessaire entre recteur et université. Le fait que le recteur soit le dernier recours, c'est plutôt une bonne chose, mais qui puisse affecter dans nos filières potentiellement sans que à un moment il y ait un échange avec nos établissements et qu'on soit en mesure même d'accueillir les jeunes, je ne pense pas que ce soit une solution voilà, de dire le recteur affecte sans se poser la question, est-ce qu'on est capable de l'accueillir pédagogiquement, est-ce qu'on a le locaux pour l'affecter. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est très important que ce ne soit pas une affectation sèche, mais qu'il y ait vraiment un dialogue entre les établissements universités, mais je pense aussi lycées, hein, pour que on essaye de trouver des places pour les jeunes et pour satisfaire au mieux les demandes, plutôt que de dire on s'en débarrasse au profit des établissements qui devront assumer derrière. Merci. Bien, alors... J'ai plusieurs collègues qui ont demandé de prendre la parole. Monsieur Lafont. Quelques questions très pratiques sur des points finalement nouveaux de la réforme. D'abord vous avez souligné qu'il ne faudrait pas évaluer la réforme au bout d'un an, mais que ça prendrait plusieurs années. Vous avez évidemment certainement raison. Quand même sur la question du calendrier de mise en œuvre pour lequel l'un et l'autre avaient exprimé des réserves, si on a bien compris le système au fil de l'eau d'affectation, cela va prendre un certain temps, et une forme itérative d'affectation qui va prendre un certain temps, et donc un certain nombre d'étudiants pourraient ne pas être affectés en septembre. Bon, certes, ils auront une affectation plus tard, mais c'est quand même pas la même chose pour un étudiant d'avoir une réponse en juillet ou d'en avoir une en septembre, voire en octobre, voire en novembre. Est-ce que là-dessus, vous pourriez nous apporter quelques éclairages? Je pose plusieurs questions en même temps, peut-être comme ça vous... Deuxième question sur le WICI, qui est aussi une nouveauté avec ces périodes en université de remise à niveau. Bon, alors, il y a une question de moyens qui se pose également, évidemment, mais voir un peu comment vous abordez cette mise en place dès l'année prochaine de ces remises à niveau. Et troisième question pratique sur les profs, sur le deuxième prof principal, puisque c'est actuellement qui doivent être nommés, je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, si j'ai bien retenu. Est-ce que ça se passe sans difficulté ou est-ce que c'est parfois compliqué d'en trouver? Merci Monsieur Lafont. Je vais prendre l'ensemble des questions. Madame Robert. Oui, merci Madame la Présidente et merci à vous pour ces éléments. Alors bien sûr, on partage le constat, bien sûr on partage avec vous les inflexions positives de la réforme et la réserve de façon générale sur le timing de sa mise en œuvre, et on sait que ça va vraiment sûrement procéder par étapes et que d'ailleurs cette année sera peut-être la plus critique puisqu'il va falloir mettre tout en place. Je m'adresserai à Monsieur Vincent mais dans le prolongement de la question de mon collègue sur les modalités au sein du lycée. Nous avons ici vraiment à cœur de travailler sur la question de l'orientation parce qu'on sait très bien que tout se joue dès l'orientation et on mesure la responsabilité des établissements, on va dire du second degré dans cette réforme. La première chose sur les modalités. Alors, on a dans le prolongement de la question de mon collègue, la question du deuxième professeur principal, enfin je ne sais pas qui sera en charge de l'orientation. Pensez-vous que c'est le rôle du conseil de classe ou ne serait-il pas plus efficace que justement il y ait une petite équipe avec prof principal, chef d'établissement, ce second enseignant et peut-être quelqu'un qui puisse travailler sur ces avis-là, quitte à bien sûr les faire valider au sein des conseils de classe. On connaît les conseils de classe, on sait comment ça fonctionne, vous en avez beaucoup dans vos établissements, je ne suis pas certaine que ce soit très efficient, mais c'est une question. La deuxième, ce sont sur les filières en tension, les attendus. Vous allez, et j'aimerais bien que vous répondiez à cette question précisément, ce n'est pas la responsabilité des enseignants que de dire tel élève doit aller là. Pour une raison très simple, ou pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne connaissons pas les métiers de demain et toutes les nouvelles formations qui s'ouvrent. Et ce n'est pas un jure que vous faire de dire que
aujourd'hui, même les enseignants ne savent pas du tout quelles sont. Donc, c'est une vraie question pour moi, en matière d'orientation. La deuxième, c'est que vous allez connaître les attendus, ces fameux attendus. Allez-vous considérer que si un élève ne remplit pas ses attendus, dès le départ, il va falloir que vous le... Alors, est-ce que vous avez parlé d'affectation apaisée, vous le guidiez, Vous savez, c'est une question très importante parce qu'après, ce sont les universités, puisque le dossier va être transmis aux universités pour examen. Mais je pense que j'aimerais savoir, et j'arrête là, j'aurai d'autres questions après, jusqu'où allez-vous aller pour ne pas mettre les enseignants dans une responsabilité qu'ils ne doivent pas avoir, mais bien dans la responsabilité d'orienter sans prescrire, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis une dernière question, moi j'entends plus parler des conseillers d'orientation. Alors, je sais pas où ils sont, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce qu'ils vont être associés? C'est une question, je ne sais pas en plus. Donc voilà, et puis je terminerai par vraiment à Monsieur Roussel, les fameux directeurs d'études, parce que vous allez devoir nommer aussi des directeurs d'études. Où allez-vous les trouver au sens, quel profil? Est-ce que ça va être lié à chaque université? Ou allez-vous au niveau national travailler sur une forme de, voilà, de profil, de typologie particulière? J'aurais d'autres questions, mais déjà, j'aimerais bien avoir les réponses. Merci Madame Robert. Madame Laborde. Merci Madame la Présidente. Bon, des questions très claires ont déjà beaucoup été posées, mais j'ai retenu dans ce que vous aviez dit qu'il ne fallait pas que l'on soit trop pressé, que dans les assemblées parfois, donc il fallait que la loi... Donc si je peux me permettre une remarque, les sénateurs ne sont jamais dans l'immédiateté, mais c'est notre réputation et je pense qu'il est important que nous la gardions. Et pour une fois, vous m'avez titillé, je vais mettre un « mais ». Parce qu'à la rentrée, ce ne sont pas les sénateurs qui seront sur le carreau, ce sont les étudiants. Donc je veux bien que nous fassions les choses tranquillement, mais cette année, la plateforme a explosé. Moi, je ne sais pas trop comment marchent comment on appelle ça, les algorithmes, mais on voit quand même que quand les services informatiques ne sont pas à la hauteur des situations, vous avez vu les bugs, je ne parlerai pas de Montparnasse, des cartes grises ou des permis de conduire, là nous traitons quand même de l'humain, des jeunes qui ont leur avenir, et donc entre cette réforme du bac, parce que est-ce que le bac servira encore à quelque chose, puisque tout sera par dossier, c'est ce qui se faisait pour les écoles et on va le faire donc pour les universités puisqu'on va les orienter de façon apaisée. Voilà, donc c'est vrai que moi je veux bien être tranquille, mais ce sont des milliers de jeunes. Et je vous rappelle, mais c'est peut-être pas nécessaire, que nous sommes toujours dans le baby-boom et que ça ne devrait pas s'arranger à la rentrée. Donc comme mes collègues ont eu des questions très précises, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Monsieur Ouzoulia. Madame la Présidente, trois petites choses. D'abord sur le tirage au sort. Moi j'ai connu un préfet qui me disait l'application de la loi c'est la première étape de la négociation. Le tirage au sort il est illégal. Il y a eu des tribunaux administratifs qui se sont prononcés, c'est illégal. Donc je n'imagine pas qu'on puisse considérer comme un progrès le fait de rejeter quelque chose qui est illégal. Enfin, j'ai peut-être une vision trop républicaine des choses, vous m'en excusez. Bon, j'ai du mal à changer de monde et je reste un peu dans le vieux monde. Sur les principes même de la réforme, moi, je vais parler très crûment et je pense que c'est votre propos aussi. Cette réforme, elle sera vue avec intérêt par les professeurs et par les étudiants, parce que les uns et les autres sont dans une insatisfaction totale des conditions matérielles qui leur sont faites. Voilà. Et que si demain on dit et aux professeurs et aux étudiants qu'il y aura moins de monde dans les amphis, que les professeurs auront plus de temps pour consacrer de l'intérêt à leur scolarité, ils seront tous d'accord. Voilà. Et là-dessus, enfin vous verrez bien, mais il n'y aura pas de mobilisation ni estudiantine ni des enseignants contre la réforme pour cette raison-là, parce qu'on est arrivé à une saturation des conditions d'enseignement qui fait que c'est insupportable. Et que cette réforme, elle sera acceptée comme apportant finalement
un peu d'oxygène. Bon. Sur le fond, la question a été posée, moi je vous la repose aussi. Nous, en tant que représentation parlementaire, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un projet qui considère que finalement, il n'est pas possible de donner à tous les élèves la possibilité d'accéder à une formation dans le secondaire? Parce que ce qui va arriver avec cette réforme, c'est que on va, vous l'avez dit, interdire un certain nombre d'étudiants qui aujourd'hui vont dans les filières généralistes de la fac alors qu'elles ne leur sont pas destinées. Ces étudiants-là, demain, ne pourront plus accéder à cette dernière porte ouverte et vont aller ailleurs, dans un ailleurs qui n'est pas défini. Et vous l'avez dit, il y aura en effet une solution avec à la fois l'enseignement professionnel et l'enseignement technologique, mais aujourd'hui, cet enseignement-là n'est pas en mesure d'absorber ces étudiants qui vont voir la porte de l'université se refermer. Donc c'est vraiment un projet de société qu'il faut. Et moi, j'ai bien entendu dans votre discours que aujourd'hui, malheureusement, on raisonne sur une enveloppe qui est fermée, alors qu'on est face à une explosion démographique que nous n'arrivons pas à prendre à notre charge. Alors c'est une situation qu'on présente comme un handicap pour la France, mais quand on voit la situation de l'Allemagne qui manque d'étudiants et qui va les chercher à l'étranger, on se dit que quelque part on marche sur la tête. Voilà. Juste ces quelques points. Sur le bac, je partage parfaitement ce que vient de dire ma collègue, parce qu'on voit très bien comment fonctionnent les classes préparatoires aux grandes écoles. Elles recrutent sur dossier. Et le bac, c'est simplement la confirmation que quelque chose a été réussi. Quand on sélectionne sur dossier, on sélectionne aussi par rapport à l'établissement qui donne les notes. Et je suis désolé, une note dans un lycée des Hauts-de-Seine-Lacanal, pour prendre un lycée que je connais bien, et un lycée du Val-de-Marne, ça n'a pas la même valeur. Voilà. Ça dépend quel lycée du Val-de-Marne. Ça dépend quel lycée du Val-de-Marne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, quelque part, on perd de vue quand même quelque chose qui était une référence républicaine, c'est-à-dire qu'on était sélectionné par rapport à un concours général qui était neutre par rapport à la formation suivie par les étudiants. Là, on réintègre dans le parcours de sélection quelque chose qui est fondamental, qui est l'origine de l'enseignement. Alors là-dessus, il faut être extrêmement prudent. Voilà. Merci Monsieur Julia. Si l'enveloppe fait référence au crédit, on peut tout de même noter qu'il y a une augmentation des crédits qui est prévue sur la durée. L'enveloppe n'est pas fermée, elle est en augmentation. Non, voilà, on l'a constaté dans la préparation du budget pour cette année. Je fais juste cette précision. Madame Darcos. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais poser une ou deux questions. La première concernant le bilan du dispositif meilleur bachelier. Est-ce que vous êtes favorable à son élargissement donc aux formations non sélectives? Et surtout, est-ce que ça semble compatible avec le système mis en place à l'article 1er? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'était pour rebondir sur ce que dit ma collègue Sylvie Robert. C'est au-delà des conseils d'orientation. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il existe un organisme qui s'appelle l'ONICEP, qui a complètement disparu. Je ne sais pas combien de personnes y travaillent, mais pour être aujourd'hui avec un futur bachelier cette année, c'est impossible de s'y retrouver. Ils sont complètement déconnectés justement des métiers du futur et pour pouvoir essayer d'ouvrir un tout petit peu le champ des possibles des différentes filières, je pense qu'il y a une mise à pied, si je puis dire, ou en tout cas une convocation à faire par le gouvernement d'un organisme comme celui-là, de la part et de M. Blanquer et de Mme Vidal, pour dire « refaites votre boulot ». Ça vous aidera et je pense que honnêtement, ça sera peut-être plus facile pour dissuader du coup des élèves qui voudraient aller en STAPS d'aller peut-être dans d'autres filières peut-être plus attractives et intéressantes. Voilà. Merci Madame Darcos. Madame Mello, j'aurais fait le tour ainsi des groupes pour un premier round. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas de questions à poser, mais c'est simplement pour faire quelques observations. Les réponses aux questions posées ont été déjà très complètes. Bon, je crois qu'on peut dire qu'on arrive à un point
où il y a eu une prise de conscience et que le fait de considérer qu'il y a une suite logique entre l'orientation au lycée, l'enseignement supérieur et puis la formation pour l'emploi est déjà amplement une reconnaissance de ce qui peut être souhaité pour les jeunes les jeunes Français. Mais bon. On ne pourra pas en voir les résultats immédiatement, comme l'a très bien dit Monsieur Roussel. Il faut attendre que la réforme se mette en place et bon, il faut avoir conscience que ce n'est pas en quelques mois qu'il va y avoir des résultats. Bon. Il a aussi été dit que bon, on avait affaire à de l'humain et qu'on ne pouvait pas laisser les jeunes dans une période difficile qui ne leur permettra pas d'aboutir. Je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste quand même, parce que même si les emplois vont évoluer, même si les choses sont imparfaites, on sait très bien que même actuellement, les jeunes changeront de métier, qu'il y aura ensuite des évolutions. Donc là, il s'agit d'une première formation qui ne peut qu'être favorable. Et d'autre part, le paysage de la formation ne pourra pas être complet sans qu'il y ait une réforme de l'apprentissage, de la formation continue. Nous sommes en attente d'autres transformations. Voilà. Mais bon, là, tout cela me paraît assez positif. En tout cas, bon, le fait que l'APB ait été réformée, qu'enfin on tienne compte de l'orientation au lycée, parce que c'est là que les choses se jouent. Bon, nous sommes dans une période où on prend en compte toutes les erreurs du passé, où on prend en compte aussi l'avenir. Donc, personnellement, j'ai un regard positif sur ce qui arrive actuellement. Merci Madame Mello. Alors, je donne juste la parole à Madame Billon, parce qu'en tant que présidente de la délégation droits des femmes, elle va devoir nous quitter pour une obligation. Donc, je vous donne la parole et ensuite... Merci, premier retour de réponse. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre exposé. Je vais être très courte puisque beaucoup d'intervenants ont posé les questions que je souhaitais poser. Je crois que le projet de loi est louable, il est partagé par beaucoup d'entre nous. J'ai juste peur et vos réserves lors de vos exposés font que j'ai peur que cette année soit une réelle année de transition et que finalement ce soit au final les étudiants qui en payent les frais. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit ma collègue Laure Darcos tout à l'heure, puisque c'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant les informations dans les établissements restent extrêmement floues. J'espère qu'elles vont s'éclaircir à la fois du côté des professeurs et du côté des élèves également, et que tous ces futurs étudiants de 2017-2018 ne feront pas les frais de cette réforme nécessaire. Mais attention, parce qu'il y a une forte attente et la jeunesse est quand même souvent, je trouve, maltraitée, à la fois avec ces méthodes de tirage au sort, avec des méthodes désormais qui ne sont plus forcément au travail, au concours, mais qui sont profondément injustes par tous ces jeunes qui me semblent assez maltraités jusqu'alors, à la fois des jeunes brillants, moins brillants, etc. Donc c'est ce que je voulais dire. Je rejoins aussi les propos de Sylvie Robert tout à l'heure qui disait, et dans ce que vous disiez, j'ai un crédit, je vais ouvrir un certain nombre de places. Alors, il va être urgent de se dire qu'on ouvre des places là où il y a des débouchés. C'est ça, la vraie question. Je crois que on a trop souvent, je ne mets pas du tout en cause, bien évidemment, les deux interlocuteurs que nous avons aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, forcément qu'il faut orienter les jeunes dans des filières où il y a des débouchés. Je vais juste donner un exemple. Hier, j'étais au Salon Nautique à visiter les entreprises vendéennes. 400 emplois postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui dans le métier du nautisme, la plasturgie, etc. Donc je crois que c'est juste dramatique. La Vendée n'est pas un département où il ne fait pas bon vivre. Donc c'est un territoire où on peut s'installer. Donc
à quand des formations en adéquation avec le travail et non pas des formations. Alors il faut réussir à amener avec une orientation accompagner, on va dire, de ces jeunes une orientation en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction des débouchés. Vous avez parlé de l'ONICEP. Moi, je dois dire que puisque vous avez parlé, chers collègues, de votre parcours personnel avec vos enfants, moi, je dois dire que je suis choquée que l'autre jour, notre collègue Sonia de la Provoté faisait référence aux prépas pour intégrer et pour réussir la première année de médecine. Aujourd'hui, on parle aussi en terminale de bilan de compétences en première parce que les jeunes sont seuls face à leur orientation alors que des organismes existent, alors qu'on paye ces organismes. Donc faisons des économies, donnons à chaque étudiant de quoi se payer un bilan de compétences qui va vraiment l'aider à s'orienter. Merci. C'est caricatural ce que je dis, mais... Première série de questions, première série de réponses. Je reviendrai vers vous, mes chers collègues, juste après. Bon, sur un certain nombre de questions qui renvoient plutôt au lycée. Sur ce qui concerne dans Parcoursup l'affectation dite au fil de l'eau, je ne vous cacherai pas que ça nous inquiète aussi. Parce qu'on ne voit pas bien comment ce système au fil de l'eau va fonctionner, en particulier si les délais impartis pour le temps de réponse sont beaucoup trop longs. Parce que ce qu'on craint avec cette absence de classement initial des vœux, c'est que les bons élèves reçoivent plusieurs propositions favorables, qu'ils restent pendant un certain temps dans l'expectative et que nous-mêmes, établissements d'accueil, nous restions dans l'expectative. Donc il est évident que ce système-là, en fonction du processus qui ira avec, nous inquiète pas mal parce qu'on sait bien, alors on avait déjà dans APB le système oui, oui mais, non si, non mais, etc., qu'on arrivait à peu près à maîtriser depuis maintenant quelques années. On a des doutes sur cette affaire-là. Et il ne faudrait pas que ces dispositions qui sont vraiment pratico-pratiques est mal régulée, et de ce point de vue-là, nous n'avons pas beaucoup de réponses sur les aspects fonctionnels de Parcoursup, génèrent plus d'ennuis que APB n'en réglait. J'en profite pour dire une petite chose pour APB, parce que j'ai le sentiment qu'on a tué un peu APB pour des raisons politiques. On a bugué, et ce n'est pas un accident industriel. On a l'an dernier dû gérer à peu près 6 000 non-affectations dans APB pour des centaines de milliers d'affectés. Ce qui voulait dire que si on avait mis dans APB les places qui manquaient, APB aurait produit tout à fait ce qu'il fallait. Donc ce n'est pas APB qu'il faut mettre en cause, c'est le fonctionnement et l'alimentation d'APB. Parce que le système fonctionnait sans aucun problème et l'ensemble des opérateurs le maîtrisaient sans difficulté. Donc j'ai une comparaison que j'emploie souvent. Vous ne faites pas rentrer 6 personnes d'un coupé sport 2 places. Voilà, c'est en gros ce qu'on a essayé de faire l'an dernier. Voilà, c'est ça. Sur le deuxième PP, nous avons attendu longtemps, de notre point de vue trop longtemps, les dispositions réglementaires qui permettaient de déclencher le tir. Et deuxièmement, alors même si aujourd'hui c'est en train de se régler, ce qui nous pose problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement la désignation d'un deuxième professeur principal, c'est le fait que le vivier est épuisé. Sur une population enseignante moyenne, lorsque vous faites ça au mois de juin, c'est-à-dire lorsque vous allez voir vos enseignants et que vous leur demandez s'ils veulent être professeur principal, vous avez entre un quart et un tiers de la population qui vous dit oui. Quand vous avez fait ça, vous avez déjà quasi épuisé votre vivier. Allez aujourd'hui en retrouver sur la base du volontariat, selon la dimension. Moi, il faut par exemple que j'en trouve 15 de plus. Ça ne va pas tomber sous le pas d'un cheval. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté, même si aujourd'hui les questions de remontée, d'indemnité sont réglées par le ministère. Sur le rôle du lycée dans l'orientation, là aussi, j'ai le sentiment qu'on oublie peut-être un peu tout ce qui s'est fait. Il se trouve que je suis proviseur depuis 15 ans, dans 4 lycées différents. On a beaucoup progressé sur ce point.
Et il y a finalement, et d'ailleurs c'est aussi ce qui nous interroge sur les semaines de l'orientation, il y a finalement parfois, je dirais quasi du trop-plein sur la façon dont on déverse de l'information sur l'orientation à nos élèves de terminale. Et bien souvent, c'est plutôt la capacité qu'ils ont à avoir des outils pour décrypter les informations qu'ils reçoivent, plutôt que d'avoir des difficultés sur des choix. Parce que j'ai fait hier soir 2 conseils de classe de terminale sur 2 terminales S, 70 élèves, à 2 fois 35. Au final, il y avait 2 ou 3 élèves qui n'émettaient aucun vœu et qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Donc on est quand même à ce stade de l'année, relativement tôt dans l'année, avec des élèves, alors parfois c'est un vœu, oui c'est plutôt les terminales, je n'ai pas fait encore les ES, mais voilà. Donc il se passe beaucoup de choses dans les lycées, j'en profite pour traiter du sort des psy-EN. Elles sont aujourd'hui en nombre notoirement insuffisant, c'est une évidence, elles ne peuvent pas couvrir les populations qu'on leur confie dans les établissements. Cette année, les CIO dont elles dépendent les ont plutôt mobilisées sur cette affaire-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu, et donc elles s'associent à nous sur ce travail-là, sous la forme qui est aujourd'hui la leur. Sur l'histoire du conseil de classe et du rôle, nous on a émis tout de suite des réserves sur la formalisation de la demande qui nous est faite. Philippe Tournier, le secrétaire général, avait dit « mais vous vous rendez compte, 35 élèves, 10 avis, ça fait 350 avis à produire en 1 heure. Moi j'ai calculé, il faudrait que j'en rende 4200 sans barguiner. Ça nous paraît extrêmement difficile. Comment allons-nous nous organiser? D'abord, effectivement, on va faire un travail préparatoire en équipe, parce qu'il n'est pas possible d'imaginer que le conseil de classe délibère de manière ouverte sur des avis et des avis. Donc ce qu'on va faire, c'est en général qu'on va constituer une équipe pivot qui en général existait déjà entre le prof principal et le président du conseil de classe. Dans les lycées un peu importants, il y a quand même un proviseur, 1, 2, voire parfois 3 adjoints qui travaillent autour de ça. Et on associe en général l'ex-copsy, psy-EN. Donc je pense que ce qui va arriver devant les conseils de classe, c'est une pré-instruction du dossier par les professeurs principaux qui n'émettront des questions que sur les cas qui leur paraissent vraiment problématiques. C'est le cas traditionnel, on évoquait les IUT, nos bacheliers STI 2D qui veulent pour certains aller faire STAPS, a priori, en matière de prérequis et d'attendus, ça risque d'être un peu difficile. Donc je pense qu'on va plutôt émettre des avis, et je rejoins aussi la question qui m'a été posée, les enseignants vont-ils dire non? Non, ils ne vont pas dire non. Mais ils vont conseiller, je dirais de manière plus ou moins éclairée, en fonction de ce qu'ils savent de l'élève, en leur disant très clairement, écoute, en fonction de ton parcours, en fonction de ce qu'on sait de toi, en fonction de tes prérequis, en fonction de tes compétences, il nous semble que parmi les X vœux, ceux-là paraissent sans doute plus raisonnables et devraient recueillir un avis favorable. Ceux-là nous paraissent un peu atypiques et tes chances d'y réussir, a priori, nous interrogent. Voilà. Donc on ne va pas aller sur des avis non définitifs, on va plutôt aller sur du conseil. D'ailleurs, un collègue breton qui s'est exprimé dans la presse hier ou avant-hier et qui disait les enseignants vont être là pour conseiller, pas pour sélectionner. Et c'est plutôt dans cette dynamique-là, je pense qu'on va travailler, qui n'est que ce qu'on faisait déjà. Alors le NICEP, oui, effectivement, problème. C'est à mon avis la définition de la mission de l'ONICEP qui pose problème. L'ONICEP, c'est un recueil des formations proposées. Si on ne demande pas à l'ONICEP d'autres missions, l'ONICEP nous fournit un recueil. Voilà. Donc les brochures de l'ONICEP, c'est des catalogues extrêmement complets d'ailleurs de toutes les formations possibles. Ça ne vous dit rien de plus que la formation existe ou pas. Sur le fond, alors je reviens un peu parce que là, visiblement, c'est ce qui nous inquiète, nous. L'articulation entre les différents dispositifs et le timing de Parcoursup nous inquiète vraiment. Parce que nous n'avons... Alors, et je reviens sur ce que je disais sur APB. APB, on le maîtrisait, on en connaissait ses défauts et ses qualités, et on savait le faire fonctionner. Si l'ergonomie et la conception générale, même avec un relookage de Parcoursup, est assez similaire, on va pouvoir transférer sans trop de difficultés. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que nous nourrissions, je parle là des établissements d'accueil, nous nourrissions APB
d'un descriptif extrêmement précis des formations que nous proposions. Et évidemment, ça avait été consolidé au fil des ans. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on allait voir, par exemple, un élève qui candidatait pour un BTS, en général, il trouvait une description assez précise du BTS, des contenus, des périodes de stage, éventuellement des débouchés, etc. Si nous devons refaire tout ça pour réalimenter un nouveau système entre maintenant, parce que j'ai compté, il y a 4 semaines effectives. Si nous devons réalimenter tout ça d'ici le 15 janvier, puisque c'est ce qui est prévu, je ne sais pas... Oui, bonnes vacances. Et surtout, on va avoir des pertes en ligne. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une perte de tout un substrat d'informations qu'on avait construit petit à petit. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous inquiète le plus. Et deuxième point, mais je disais hier aussi, la capacité à aller porter devant les parents une parole un peu claire sur le dispositif de l'année en cours. À titre personnel, c'est ma plus importante réunion de l'année. C'est celle où j'ai le plus de parents. Je faisais une réunion dite APB avec les parents des terminales. J'avais pratiquement 400 parents dans la salle. Mais j'y allais en étant très sûr de ce que j'allais leur raconter. C'est-à-dire qu'on était capable d'aller leur dire « Oui, mais au 3e soir, s'ils ont répondu « Oui, mais » et que c'est la 2e période, voilà ce qui se passera ». Là, j'avoue que je ne vais pas du tout prendre ce risque et je vais attendre une consolidation la plus forte possible du dispositif avant d'aller me mouiller à me présenter devant 400 parents. Donc c'est aussi ça qui manque. Oui. Non, je faisais ça mi-janvier. Hein, donc. Très bien. Monsieur Roussel, avez-vous un complément de réponse à faire? J'imagine que oui. Voilà, j'ai quelques compléments. D'abord, je vais commencer par quelque chose de général autour d'APB. Alors, ce qui a été dit, je suis assez d'accord. C'est pas, enfin, je l'avais déjà dit, je crois, devant cette assemblée. Le problème n'est pas APB. Hein. Le APB, c'était pas l'outil lui-même, c'était ce que le législateur avait mis dans l'outil, enfin, ou ce qui n'était non législatif, pour reprendre les questions de tout à l'heure sur le tirage au sort, a été mis dans APB. C'est ça le problème. L'outil lui-même, voilà, il est neutre. C'est pas l'outil qui fait le tirage au sort. C'est pas l'outil qui fait qu'il n'y a pas assez de place par rapport au nombre de demandes. Voilà. Donc première chose, l'outil marché. On connaît d'autres outils informatiques qui, par le passé, ont fait des accidents industriels. Ce n'est pas un problème informatique, c'est un problème de politique. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Ce que la réforme traite quand même, je pense, enfin, devrait traiter, on en tirera les résultats, les conséquences. La première chose, c'est le fait que les vœux étaient classés par les candidats dans APB. L'une des difficultés, c'était ça, parce qu'il y avait des stratégies qui se mettaient en place, et je pense que le fait qu'il n'y ait plus l'ordre des vœux en amont de la vie des lycées ou des universités permettra aux jeunes de mieux choisir son orientation, puisque vous aviez des jeunes, bon voilà, puisque chacun parle de ses enfants, qui mettaient en premier une filière parce qu'ils étaient celles auxquelles ils avaient plus de choses, sans savoir qu'éventuellement ils auraient été pris dans une autre filière dans laquelle ils avaient peu de chance. Mais imaginons au final qu'ils aient eu un des vœux auxquels ils ne s'attendaient pas, peut-être qu'ils auraient changé d'avis. Donc je pense que ça règle un des premiers problèmes, et de ce point de vue-là, je pense que la réforme est bonne. C'est pas APB, c'est le choix qui avait été fait politiquement de dire on ordonne les vœux. Hein, donc ça, c'est une première chose. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose de ne plus ordonner les vœux en amont des résultats des établissements. Le deuxième point que cela traite, c'est que précédemment dans APB, on n'arrivait pas à expliquer pourquoi un jeune n'avait pas été pris à quel endroit. L'année dernière, j'avais 2 STAPS qui étaient dans le même lycée, au même endroit, qui habitaient quasiment au même endroit, qui avaient les mêmes notes. Il y en avait un qui était pris, l'autre qui n'était pas pris. Il y en a un qui vient me voir et qui me dit, voilà, pourquoi j'ai pas été pris? Eh bien, j'étais incapable d'expliquer pourquoi il n'avait pas été pris. Et donc, accepter de ne pas être pris dans une filière alors qu'on a quelqu'un qui a exactement les mêmes caractéristiques qui est pris, c'est incompréhensible. Et donc ce que la réforme va essayer de traiter, c'est ce point-là. C'est le point qu'aujourd'hui, on va être capable de dire, eh bien, tu as été accepté parce que ceci, parce que cela, parce que tu répondais aux entendus, parce que tu n'y répondais pas, parce que tu viens d'une autre académie, où précédemment, on était incapable de faire cette explication. Donc, c'est ces 2 points-là qui vont être traités. Tout le reste, les questions que vous avez évoquées tout à l'heure de non-accès à l'enseignement, ça ne relève pas d'APP, ça ne relève pas de la loi, c'est la question des moyens.
c'est des moyens et de la capacité, enfin des moyens, voilà, on peut dire on n'a pas assez de moyens, c'est aussi la capacité de mettre en œuvre ces moyens. Ça sert à rien de dire que les 14 000 étudiants qui ont mis un vœu à Marne-la-Vallée pour venir en stage, je vais les accueillir à Marne-la-Vallée. Voilà, on pourra mettre les moyens pour les 14 000 étudiants, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Voilà, pour essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit par rapport aux questions d'affectation. Donc voilà, je voulais refaire ce point, je pense, qui couvre un certain nombre de choses. Deuxième chose sur la question de l'affectation, il y a des questions, il faut attendre quelle va être exactement la mise en œuvre de cette affectation. Voilà, il y a des questions de délai. Bon, il faut être vigilant par rapport à ça, il y a une vraie question. Attendons de savoir ce qu'il en est avant d'en tirer des conclusions. Sur la question des WICI, j'avais déjà évoqué tout à l'heure, quand j'ai introduit le fait que ce sera marginal, je pense qu'on soit capable de mettre en place des choses pour la rentrée prochaine. Probablement, il y a des choses qui vont être mises en place, mais elles existaient déjà par ailleurs. Elles seront plus lisibles, plus visibles, plus intégrées dans le système. C'est plutôt une bonne chose. Il faut attendre un peu plus de temps pour que les vrais parcours se développent dans chacune de nos formations et aussi qu'on ait une vraie idée des populations qu'on va accueillir. Aujourd'hui, on est dans l'inconnu aussi. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de WICI ? En gros, est-ce que la population qu'on va avoir l'année prochaine va être exactement la même que celle qu'on accueillait précédemment, vu que les règles changent? Et en fonction de ça, on saura si on doit mettre en place plus ou moins de WICI en fonction des populations qu'on va accueillir dans les établissements. Voilà. Donc sur les lycées, donc moi ce qui m'intéresse dans le lien avec le lycée, donc ça a été dit tout à l'heure, c'est que justement par ces conseils de classe, il y a un lien entre le lycée et l'université et qu'il y ait plus de fluidité, meilleure connaissance de l'enseignement supérieur et des universités en particulier dans les lycées. Et donc je pense que cette mesure va dans le bon sens, même si je comprends qu'elle soit très difficile à mettre en place dans les établissements scolaires. Sur les directeurs d'études, je suis assez attaché au fait que la réussite de l'étudiant dans nos universités, ce n'est pas uniquement une question d'enseignement. C'est aussi un environnement d'accompagnement des jeunes, que ce soit l'accompagnement sanitaire, social qu'on a évoqué tout à l'heure, mais également l'accompagnement par des personnes non enseignantes, enfin, qui n'ont pas un rôle uniquement d'enseignant. Et donc les directeurs d'études, il est important voilà, qu'on puisse en mettre en place. La question est de savoir est-ce que c'est des statuts spécifiques, des personnes spécifiques. Je ne crois pas. Tout comme les questions de l'ONICEP, je pense que c'est important que ce soit les enseignants qui se réapproprient ces choses-là, qui se réapproprient les questions d'enseignement. C'est eux qui sont le plus au courant des filières, des questions. Et donc je pense que l'idée de mettre des directeurs d'études, ça ne doit pas être des gens qui viennent de nulle part, qu'on met à côté, qui sont censés accompagner des gens. Il faut plutôt s'appuyer sur des personnes qui veulent évoluer dans leur carrière, qui ont une meilleure appétence du lien avec l'étudiant et leur donner une partie de leur service affecté à ces actions-là. Bon, sur la question de l'humain et du bilan, il est bien clair, et je veux vous rassurer sur ce point-là, c'est bien notre question aussi, je pense, dans les universités. Si on a choisi ce métier-là, c'est aussi pour faire réussir les jeunes, et le bilan, il n'est pas de savoir est-ce que oui ou non, il faut le bilan humain autour de cette plateforme va être bon, mais c'est plutôt de laisser le temps aux établissements de mettre en œuvre et de ne pas tirer trop vite des conclusions par rapport à ce que les établissements auraient pu faire avec les moyens qu'ils ont. Alors là, je vais répondre non sur quelque chose qui a été dit. La réforme n'empêche pas les universités d'accueillir tout le monde. La réforme, un jeune qui veut y accéder, en tout cas par rapport à ce qui existait précédemment, on va pouvoir lui répondre oui ou oui si, mais on ne peut pas lui répondre non. Donc par rapport à la réforme précédente, ce que ça rajoute, c'est uniquement la capacité à proposer un accompagnement spécifique. Donc là, je répondrai non à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je peux me permettre, monsieur le sénateur. Ce qui va faire que c'est non, c'est bien toujours la question de est-ce qu'il y a suffisamment de place par rapport aux demandes. Et ce n'est pas la loi qui va changer ce point-là, de mon point de vue. Je voudrais bien repréciser ces choses-là. Et ce n'est pas les établissements, les universités qui vont avoir la capacité de faire cela. Là où je vous rejoins en revanche, c'est sur la question de la place du bac. Moi, on aurait souhaité que le bac puisse être un élément qui puisse nous donner des éléments. L'autre jour, j'étais avec des collègues qui me disaient, mais nous, ce qu'on aurait aimé de dire, c'est oui, si tu as eu le bac avec telle ou telle note à telle matière.
Or aujourd'hui, c'est pas ça qu'on est capable de faire parce que le bac arrive beaucoup trop tard et on a parlé des questions de timing et malheureusement aujourd'hui, même si c'était la volonté de tout le monde de pouvoir prendre en compte les résultats du bac dans cette affectation, eh ben, malheureusement c'est pas possible aujourd'hui de le mettre en place. Et c'est pour ça qu'on est très favorable à la question des meilleurs bacheliers étendue à l'ensemble des filières puisque justement on réintroduit à ce moment-là avec la question des meilleurs bacheliers la possibilité en fonction d'un concours, enfin d'un examen national, de réintroduire pour les meilleurs bacheliers la capacité à accéder à certaines filières, même celles qui ne sont pas celles qui sont sélectives, parce que même si elles ne sont pas sélectives, moi l'année dernière j'avais des meilleurs bacheliers qui auraient pu rentrer dans mes filières. Alors, je prends l'exemple de STAPS, mais je répondrai tout à l'heure sur les questions des débouchés sur les STAPS, mais j'avais des gens qui avaient des mentions très bien, qui voulaient accéder à mes filières STAPS. S'il y avait eu un processus meilleur bachelier pour STAPS, ils auraient pu y rentrer alors que l'année dernière j'ai été obligé de les refuser. Voilà. Sur l'orientation, bon, je ne vais pas rajouter à l'ONICEP, même s'ils font des efforts, mais c'est vrai que leur mission n'est pas celle-là. Voilà. Je reviens sur la question des débouchés. Alors, on pourrait croire aujourd'hui, quand je parle de STAPS, qu'on se désintéresse de la question des débouchés. Bien au contraire, hein. J'ai été un petit peu provocateur tout à l'heure en parlant d'histoire, mais dans les universités. Je vais revenir encore sur les résultats de l'insertion des masters dans nos universités. On est à 91% cette année dans les dernières d'insertion professionnelle à l'issue de nos masters. L'université, c'est plus l'université d'il y a 20 ans. L'université, elle s'inquiète de l'insertion professionnelle de ces étudiants, quelle que soit la formation dans laquelle ils entrent. Et c'est l'une des difficultés des STAPS. C'est l'une des difficultés des STAPS. Ils ont mis en place tellement de choses, ils ont tellement bien fait leur travail d'insertion professionnelle qu'on peut même plus leur reprocher que ça n'insère pas. Parce que c'est plus, STAPS, c'est plus, vous faites STAPS, vous faites prof de sport. Maintenant, STAPS, c'est on va vers management du sport, gestionnaire d'un certain nombre de choses, on va vers kiné, ils ont diversifié les parcours, l'insertion professionnelle, et c'est même plus ça le problème. Donc aujourd'hui, voilà, la question des débouchés, même si on n'est pas pour l'adéquation directe des filières les unes par rapport aux autres, elle est vraiment prise en compte. Donc rassurez-vous, dans mes arbitrages, même si j'ai été un peu caricatural tout à l'heure, je tiens bien compte de ces éléments-là et j'essaie voilà, au niveau de l'université, de tenir compte de ces éléments-là, en tout cas à Marne-la-Vallée. Voilà. Bon, je vous rejoins sur l'inflation des questions de bilan de compétences, de choses privées qui se mettent en place et on ne peut que le regretter. On avait évoqué la dernière fois qu'on était ensemble la question des classes préparatoires à l'entrée dans les PACES. C'est aussi des choses voilà, qui sont incompréhensibles. Pourquoi on n'est pas capable, service public, d'accompagner les jeunes pour qu'ils réussissent, quels que soient leurs moyens de réussir dans nos filières. Voilà. Alors, Monsieur Vincent, vous voulez Oui, juste un point, parce que vous m'avez posé la question sur où en est-on de la nomination des deuxièmes professeurs principaux, là. Alors, on a fait un sondage en ligne hier auprès de nos adhérents. Je vous donne les résultats. 15% nous disent que c'est fait. 40% nous disent que le dispositif est lancé et que c'est en cours. Une vingtaine de pourcents, ça sera peut-être pas bon à la virgule près, hein. Une vingtaine, 25% nous disent qu'ils ont des difficultés et une quinzaine de pourcents nous disent on n'a pas vraiment démarré. Donc on est sur du 60-40 à peu près. 60 ça tourne plus ou moins ou ça va tourner et 40 qui nous disent où on est complètement à l'arrêt ou on rencontre des difficultés. Donc la nomination du deuxième professeur principal. Donc ça date d'hier. Donc on est sur du 60-40, 60 ça va, 40 c'est compliqué. Merci, Monsieur Vincent. Alors, plusieurs demandes de prise de parole. On va commencer par Madame Blondin, après Monsieur Piednoir et j'enchaînerai. Madame Blondin. Merci, Madame la Présidente. Et veuillez m'excuser parce que je vais devoir partir à 11h. J'aurais voulu quand même faire ressortir cette histoire de timing. Le Parcoursup va débuter le 15 janvier, alors que nous allons examiner la loi le 24 janvier et passage en séance le 5 février. Donc, effectivement, il y a actuellement les salons Studirama. Les salons Studirama qui rassemblent et qui proposent des... Et alors, que disent-ils? Que peuvent-ils proposer toutes les personnes de l'orientation de l'éducation nationale qui sont là? Rien, évidemment. Ils sont dans le flou. Alors, j'ai ici, évidemment, vous avez parlé de cet avis du conseil de classe. La fiche
a été distribuée aux élèves. Et la fiche pose des questions du type comment voyez-vous votre vie professionnelle dans 10 ans ? Quels sont vos points forts et faibles extrascolaires? Bon, c'est bien, ça s'intéresse à autre chose que les résultats scolaires, mais comment voulez-vous que les élèves puissent y répondre? Je crois que là, on est véritablement dans le flou. De plus, la loi propose de banaliser 2 semaines sur l'orientation. C'est pas possible cette année. Donc, comment tout cela, cette période de transition, va-t-elle se mettre en place? Et concernant les moyens, parce que c'est une question de moyens, vous l'avez fort bien dit, le gouvernement a promis l'ouverture de 2500 postes de professeurs et de débloquer 1 milliard d'euros. Alors, je voulais savoir si vous avez eu connaissance de cela, où vont être pris les postes de professeurs, parce que le recrutement, je le rappelle, cette année est en baisse, le nombre de places au CAPES est en baisse. Donc voilà, des interrogations pour rendre cette réforme possible. Eh bien, ces interrogations vont rester sans réponse pour cette année, en tout cas. Monsieur Piednoir. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer de ne pas être trop redondant par rapport aux interventions précédentes. Juste donner un témoignage d'un professeur que j'étais encore il y a 2 mois, professeur en classe préparatoire après être passé par le secondaire, pour dire vraiment ma stupéfaction sur les délais. On est en décembre. On est en train de se poser la question de la façon dont on va affecter des élèves de terminale dans 2 mois. Là. Pour avoir vécu ça au sein de mes classes en tant que professeur principal, je sais que c'est un moment qui est anxiogène pour les élèves. Autant je ne partage pas les commentaires qui disent que recevoir les affectations dans les écoles, dans les universités, au mois de juin, au mois de mai-juin, pendant le bac, c'est anxiogène pour les étudiants, enfin pour les futurs étudiants. Ça, je partage pas parce que c'est la règle du jeu et c'est comme ça. En revanche, pas savoir comment va se passer son choix, sur quelle base on doit faire son choix pour l'année suivante, au mois de décembre, c'est vraiment stupéfiant. Ça soulève vraiment des inquiétudes du côté des élèves, bien sûr, du côté des enseignants qui sont dans le flou. J'ai encore contact avec quelques-uns de mes collègues dans le lycée qui me disent ne pas avoir d'informations à donner à leurs propres élèves, ce qui est quand même le comble. L'orientation, ça s'inscrit dans un temps long. On peut s'interroger sur cette procédure du WICI. Le WICI, ça veut dire qu'on peut admettre que malgré un parcours atypique, il peut y avoir une affectation dans telle ou telle filière, à condition d'avoir une sorte de remise à niveau. Ce serait bien de savoir aujourd'hui quel type de remise à niveau. Ce serait bien même de le savoir pour des élèves de première. La construction de l'orientation, c'est pas le mois de décembre de l'année de terminale. Enfin, c'est un tout petit peu plus long que ça. Et aujourd'hui, pour les élèves de première, il y a aussi des profs principaux en première qui sont chargés de l'orientation. Elle se construit souvent à cette époque-là. Sur cette année-là, en seconde, on sait que c'est un peu plus juste. Bon, pour être dans le thème du jour, il faudrait qu'on leur donne envie, à ces élèves, d'aller vers des filières qui ne leur sont pas forcément destinées, mais qu'on éclaire leur parcours. Sur la formation à l'orientation, ça a été dit, quid du rôle des COP, des conseillers d'orientation psychologues. Et puis j'ai entendu tout à l'heure que les professeurs sont les mieux placés pour parler de l'enseignement, pour connaître les filières. Je suis au regret de vous dire que non. Et les enseignants sont même les moins bien placés pour parler de ce qui se passe après. Parce qu'on est sur l'orientation, sur de l'enseignement supérieur. Mais la finalité, c'est quand même après la formation. C'est après le diplôme d'enseignement supérieur. Et là, ceux qui sont les moins bien placés pour connaître ce qui se passe après l'enseignement supérieur, ce sont précisément les professeurs, qui n'ont, pour la plupart, jamais mis les pieds dans une entreprise, qui sont sortis de leurs études, qui sont allés au lycée, etc., et à l'université pour la plupart. J'ai entendu aussi dire tout à l'heure que des élèves étaient placés seuls face à leur choix d'orientation. C'est juste intolérable d'entendre ça.
qu'un élève dise qu'il a été seul, qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais croisé le regard d'un conseiller d'orientation, c'est juste parce qu'il ne l'a pas voulu. Parce qu'on se bagarre, les professeurs principaux se bagarrent dès la classe de seconde pour amener les élèves à réfléchir sur leur orientation, sauf qu'ils ne l'entendent pas et que les familles font aussi comme ils l'entendent. Ils ont un parcours identifié en tête et ils veulent rester sur ce parcours-là, quoi qu'on puisse leur dire. Attention sur le Parcoursup, sur le nombre minimum, il me semble qu'il faut instaurer un nombre minimum de vœux pour éviter des stratégies qui consisteraient à faire 1 ou 2 vœux en attendant que quelqu'un se prononce sur ces vœux-là et qu'in fine, le recteur ait à choisir ou ait à affecter une place à ces élèves-là qui feraient un petit nombre de vœux. Attention à ce biais-là dans la procédure. Et puis pour répondre à mon collègue Ouzoulias tout à l'heure sur le contrôle continu, je crois que c'est toi qui as dit ça. Le contrôle continu, en fait, il existe déjà. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur les évaluations de langue, sur les TPE par exemple, avec des pratiques aujourd'hui extrêmement différentes d'un lycée à l'autre. Je veux dire par exemple que sur ces 2 types d'évaluation, il est précisé que ça ne doit pas être un professeur de l'établissement qui évalue un élève du même établissement. La réalité, elle est tout autre. Il y a des lycées qui font absolument autre chose que cette recommandation-là. Voilà, merci. Madame Lopez. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites, que je partage, mais surtout les propos de ma collègue Laure Darcos concernant l'orientation et les informations sur les métiers du futur. Alors c'est peut-être facile pour les jeunes quand ils sont à Paris ou dans la région parisienne, mais en province, c'est vraiment encore bien plus difficile, pour ne pas dire inexistant. Ma question s'adressait à M. Vincent, mais vous y avez en partie répondu sur les difficultés à recruter un 2e professeur principal pour justement orienter les élèves. J'aurais souhaité savoir quelles étaient les raisons des difficultés, pourquoi les professeurs refusaient. Est-ce que ce sont pour des raisons idéologiques ou pédagogiques? Je vous remercie. Bien. Madame Jouve. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur une disposition du plan étudiant concernant la sécurité sociale des étudiants. Il est prévu le rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale, je crois 2018 pour les nouveaux étudiants, puis 2019 pour tous les étudiants. La cotisation de sécurité sociale étudiante de 217 € liée au régime spécifique étudiant jusqu'ici en œuvre est supprimée, si j'ai bien compris. Ma question concerne plus particulièrement les étudiants étrangers. Jusqu'à présent, la visite médicale des étudiants étrangers était assurée par l'Office français de l'immigration. Elle conditionnait pour les étudiants étrangers l'obtention de leur titre de séjour. Cette visite permettait de dépister un certain nombre de maladies infectieuses, dont la tuberculose. Un transfert de compétences s'est opéré de l'Office vers les universités sans transfert de moyens correspondants. C'est peut-être en dehors du sujet. Oui. C'est aussi la réussite des étudiants. Bien sûr, mais bon là, on va se concentrer sur le projet de loi, mes chers collègues, mais c'est des questions qu'il faut qu'on garde à l'esprit parce qu'elles sont importantes. Donc c'était simplement pour vous demander si vous étiez en capacité de mettre en œuvre cette mission. Et puis ma deuxième question concerne Monsieur Vincent. Je voulais avoir son avis sur la place des centres de documentation et d'information dans les lycées, en particulier du rôle que peuvent jouer les professeurs documentalistes qui sont là pour mettre à disposition des élèves tous les supports utiles à l'information pour l'orientation des élèves, mais également peut-être des conseils. Je vous remercie. Merci Madame Duranton. Merci Madame la Présidente. En fait, je n'aurai pas la réponse à ma question parce que je dois partir à 11 h. Je m'excuse pour une autre réunion. Donc, je la lirai au compte-rendu. Voilà. Donc, ma question porte sur l'article 4 de ce projet de loi qui prévoit la mise en place d'une contribution unique chargée de financer l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves. Donc, selon les modalités qui sont prévues effectivement par le projet de loi, cette contribution sera collectée par les CROUS. Et donc, elle sera reversée aux établissements. Est-ce qu'elle ne risque pas de
fragilisez financièrement vos établissements et est-ce qu'elle garantit vraiment le maintien des activités et des politiques de prévention à l'égard des étudiants? Je vous remercie. Merci Madame Duranton. Madame Monnier. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Juste deux choses. Rebondir sur un petit peu le métier d'enseignant qui au départ est quand même d'enseigner et qui prend beaucoup de temps par les heures qu'on fait et les heures sup qu'on a et les rendez-vous avec les parents et tout le suivi des élèves parce que c'est quand même le cœur du métier. Et en plus, on a la possibilité d'être professeur principal. C'est vrai qu'il y en a peut-être, je crois que c'est encore plus dur d'en trouver pour les années où il y a justement une orientation importante que le reste. Mais je voulais rebondir sur l'orientation, j'avais déjà fait une intervention. Vous avez dit, mon cher collègue, donner envie aux élèves d'aller dans des filières qu'ils connaissent peut-être moins. Je crois que c'est le cœur du problème et j'ai bien peur, je voulais votre avis. Vous en avez parlé en terminale, c'est vrai, mais c'est tard tout ça, c'est très tard. Il y a déjà le collège où on fait une orientation pour aller dans un lycée qui n'est pas toujours général et après il y a tout le travail de lycée. Ne devrait-on pas réfléchir vraiment à un travail en profondeur et je le redis bien, pas seulement sous la responsabilité des enseignants mais de tout ce qui peut exister pour vraiment préparer les choses en amont, voilà, avec les élèves et pas au dernier moment. Merci. C'est une bonne question. Monsieur Roux. Oui, moi c'est une question concernant le projet de loi qui renvoie à l'autorité académique un grand nombre de prérogatives, notamment celui de veiller à la mobilité géographique. Et le nombre et les qualités des formations est très différente d'une académie à une autre. Des formations surdotées pourraient être inaccessibles à de très bons étudiants qui se trouveraient plus proches d'une académie qui ne serait pas la leur administrativement. Comment comptez-vous ou non gérer ces deux priorités? Merci. Voilà un certain nombre de questions. Qui commence? Commencer donc sur la question du timing, donc on va pas enfin, on peut redire, voilà, il est très serré. Je voudrais quand même sur APB, j'ai pas dit, en fait, APB c'est le nom de la plateforme et c'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'était le classement des vœux, mais l'outil c'est le même. Hein, il faut bien, c'est pour ça que c'est pas un naufrage informatique. Et donc sur les questions de est-ce que les enseignants vont retrouver les données qu'ils avaient dans les établissements, oui. A priori, dans le temps imparti, il est impossible, en tant qu'informaticien, je vous parle, il était impossible de toute façon de redévelopper complètement une telle application avec les risques que ça comportait, parce qu'effectivement on traite des humains et des jeunes et qu'on ne peut pas prendre le risque que ça soit une catastrophe, là, pour le coup industriel, de développer un nouvel APB. Donc ce sera le même outil dans lequel le cœur qui relève du légal sera transformé pour prendre en compte les nouvelles, ces nouvelles décisions. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut être rassuré. Bon, sur les 2500 postes et les milliards d'euros, effectivement, on en a entendu parler. Hein. Voilà. Donc on attend d'avoir plus de précisions sur ces éléments-là. Donc voilà, on attend plus de précisions pour savoir à quoi correspondent ces moyens. Est-ce qu'ils vont permettre de déployer largement Moi j'ai cru lire le projet de loi de finances de 2018 sur lequel les moyens qui sont mis sur cette transformation qui, à mon sens et à notre sens, est majeure, voilà, ne sont pas à la hauteur, il me semble, des attentes que nous avions dans les établissements. Sur la question de la remise, sur la question des remises à niveau, quel type de remise à niveau, je pense que j'ai aussi répondu tout à l'heure. C'est important de le mettre en place, mais voilà, aujourd'hui on va probablement qu'on va se borner à n'appliquer qu'une partie de la loi dans la plupart des filières, c'est-à-dire de classer et d'avoir la capacité de dire à un étudiant tu as été pris ou tu n'as pas été pris, mais la capacité de mettre en place de nouveaux programmes, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Enfin, tout le monde le sait, on peut pas décider du jour au lendemain. Il faut plus de ci, plus de ça, et donc probablement que ce sera très limité, peut-être des UE supplémentaires, des choses comme ça, mais ça restera cosmétique de ce point de vue-là. Vous avez évoqué, oui, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les enseignants étaient les meilleurs, ceux qui étaient les plus capables de connaître. Je parlais des directeurs d'études. Hein, je ne parlais pas des enseignants dans les lycées qui connaissaient bien l'enseignement supérieur et ainsi de suite. Je parlais bien des personnes qui sont censées accompagner les jeunes, qui sont les directeurs d'études pendant leur formation,
Et donc je pense que de ce point de vue-là, ceux qui peuvent mieux les accompagner, c'est ceux qui connaissent la formation pour les faire réussir à l'université. Je ne parlais pas. Même si il me semble que l'un des enjeux aussi de la réforme, c'est de faire en sorte que les enseignants aient, en lien avec les conseils d'orientation, travaillent de façon plus en lien et connaissent l'enseignement supérieur, et par le travail qui va être fait au moment des conseils de classe ou en amont des conseils de classe, qu'il y ait une vraie réflexion aussi des enseignants pour connaître ce qui se passe au-delà et mieux préparer ces jeunes, notamment aux filières universitaires qui en général ils ne connaissent pas tellement. Donc je vais répondre rapidement. Non, nous n'avons pas les moyens d'accueillir les étudiants étrangers et de faire le contrôle, et donc on a des grosses inquiétudes sur les risques sanitaires qui pèsent sur ces questions-là. Sur le reversement aux établissements des contributions sécurité sociale et actions culturelles, donc c'est la promesse qu'on en ait plus qu'avant. C'est une promesse, on espère qu'elle va se réaliser derrière. Il y avait une question, oui, sur la proximité géographique et les risques. Donc là aussi, sur ces aspects-là, il y a des questions de quotas qui sont les modalités de mise en œuvre. Aussi, on se pose des questions, nous aussi, dans les établissements, de comment ça va se mettre en œuvre et comment on donne un peu plus de fluidité sans... voilà, il faut à la fois permettre à des jeunes qui n'auraient pas telle ou telle formation sur un territoire donné de pouvoir accéder à ces filières-là, mais dans le même temps, il ne faut pas non plus interdire aux jeunes qui sont sur le territoire donné d'accéder à ces filières-là. Donc il faut faire attention à l'équilibre qu'on va trouver entre des jeunes qui sont capables de se déplacer et d'aller vers les filières et ceux qui sont en proximité. Si on leur propose pas la filière qui est à côté d'eux, vont être obligés d'aller loin et renonceront aux études supérieures. Donc c'est cet équilibre-là et comment on le maintient qui est difficile à trouver, il me semble. Merci, Monsieur Vincent. Oui, alors quelques réponses. Alors, sur les semaines d'orientation, moi je vous rassure, nous n'avons nullement l'intention de banaliser des semaines d'année de terminale pour faire des semaines de l'orientation. On essaiera vraisemblablement de mutualiser ce qu'on faisait déjà et peut-être de le resserrer dans un calendrier qui soit en timing avec justement ce qu'on évoquait, les portes ouvertes, les salons de l'étudiant, etc. Mais je ne crois pas qu'un proviseur va aller se risquer à mettre son lycée à plat pendant 2 semaines par an pour traiter de l'orientation. Enfin, ou alors bon courage. Ça renvoie d'ailleurs cette idée-là, je dirais, au catalogue des actions qui sont déjà en cours. Voilà. Ce qu'on cherche plutôt, c'est à voir ensemble, tous les opérateurs, comment on peut être le plus performant possible. Et je dirais que parfois, c'est la capacité à répondre aux sollicitations dont nous faisons l'objet pour essayer d'organiser ça de manière cohérente avec un ciblage qui permette de gérer ça et de ne pas égrener ça toute l'année avec 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ça me permet de rebondir sur les documentalistes, les conseillers d'orientation. Le verre est dans la pomme, me semble-t-il, sur cette action-là, parce qu'on a appelé des personnels conseillers d'orientation. Donc quand on leur a donné le titre de conseiller d'orientation, qui d'ailleurs vient de disparaître, c'est qu'on a considéré que c'était leur job. Et donc, les autres personnels, alors évidemment les choses ont notablement évolué, parce que je rejoins mon collègue, aujourd'hui un professeur principal, s'il est un peu réticent à prendre cette charge, c'est parce qu'il sait que ça va être beaucoup de travail en plus. Parce qu'il va intervenir sur la question de l'orientation, il va intervenir sur la question de la scolarité, il va intervenir sur la question de la relation avec la vie scolaire dans l'établissement, il va intervenir sur les relations avec les parents, il va intervenir sur les relations avec la direction du lycée. Enfin bref, il sait bien que le volant d'activité va être assez conséquent. Et ce n'est pas pour des raisons idéologiques ni des raisons pédagogiques qu'ils ne prennent pas, c'est parce qu'ils voient bien le travail fourni par leurs collègues et qu'ils voient bien ce que ça va représenter en masse d'activité. Ce qui me permet là aussi de rebondir sur la question des documentalistes. Oui, alors, nos centres de documentation sont en particulier, parce que pour la plupart quand même maintenant très informatisés, des centres de ressources d'information sur l'orientation. Pour autant, même s'il y a quelque part dans le référentiel métier une ligne sur le métier des professeurs documentalistes et la relation avec l'orientation, je ne crois pas que consubstantiellement ce soit leur cœur de métier. Elles y participent, mais elles y participent comme d'autres. Voilà. Et puis, sur les débouchés, alors là c'est deux remarques. Le fait qu'il faille anticiper,
très tôt, mais avec des élèves que ça ne concerne pas. Pour avoir été aussi à un moment donné principal de collège, ce qu'on dit sur l'orientation à des élèves de collège, c'est quand même plutôt à des années-lumière de leurs préoccupations. Et on voit bien que si ça se focalise sur première et terminale, c'est première parce qu'ils savaient que leurs notes et leurs évaluations de première étaient utilisées quand même à hauteur de 3/5 dans APB. Moi, je passais mon temps à expliquer à mes élèves de première que le poids de la classe de première dans APB était supérieur à celui d'une classe de terminale. Bon. Et que parce que aussi, ça se rapproche, d'une part parce qu'ils ont des épreuves en cours de formation pendant l'année de première et qu'ils voient bien que tout ça fait du cohérent. Donc on est toujours à cette charnière-là. Comment passer une bonne information à des élèves qui ont envie de s'y intéresser à un moment donné où ils sont prêts à le faire. Voilà, et par l'instant, personne n'a jamais trouvé la bonne réponse. Voilà pour cette audition de la conférence des présidents d'université autour du plan étudiant annoncé en octobre dernier après 3 mois de concertation par le gouvernement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats parce que c'est celui qui est le plus en lien avec la population. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de mes concitoyens, renouvelée combien 7 fois. À 9h du matin, on peut être sur les finances, à 11h sur les travaux, à 14h sur la culture. Et moi, ça me plaît. On a une société qui est de plus en plus individualiste, avec des gens qui sont de plus en plus sur des demandes individuelles. Et donc, du coup, on se dit, mais comment on fait pour insuffler cet intérêt général et ce bien commun? Autrefois, on pouvait devenir maire sans avoir été préparé à la tâche réellement, ce qui était mon cas. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui s'engage dans cette voie-là, c'est bien qu'il ait quelques connaissances peut-être plus développées que ce que j'avais moi quand j'ai commencé. Ma voix compte, demain à 13h30 sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec Nexa, l'agence de développement de la Réunion, présente Positive Outre-mer. Direction l'île de la Réunion, à 11 heures de vol de Paris. Saint-Paul est une commune bien connue des touristes. Zone balnéaire colorée, plage de sable fin et son étang si tranquille qui en font un décor de rêve. Et pourtant, tout près de là se trouve ce gigantesque hangar dans la zone industrielle de Cambé. L'association Titang Récup s'est installée depuis 3 ans. Ici, on récupère, on trie et on donne une seconde vie aux vêtements, au linge de maison ou aux chaussures qui devaient normalement partir en décharge. Nous avons démarré avec 12 personnes en atelier chantier d'insertion. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 personnes, y compris le personnel encadrant. Mirella a bénéficié d'un contrat d'insertion après une longue période d'inactivité. Bonjour, le bien? Et elle travaille ici depuis 1 an. C'est une expérience enrichissante. Il y a une bonne ambiance, on s'entend plutôt bien, tout le monde. Et on est très soudés. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Déjà, ça m'a apporté de travailler en équipe avec d'autres personnes, à les connaître, à aussi avoir confiance en moi. Pendant 24 mois, nous allons avoir un travail très rapproché pour les aider justement à remettre les pieds à l'étrier et à se sentir mieux, acquérir un réel savoir-être et savoir-faire en entreprise. Car si l'économie circulaire fonctionne à plein pour ne rien jeter mais plutôt recycler les vêtements, Titang n'oublie pas les hommes et les femmes en difficulté. Ici, tous sont en réinsertion professionnelle, la plupart sont éloignés depuis longtemps de l'emploi. Les produits sont exportés en balles vers Madagascar pour une partie. Pour le reste, les vêtements sont transformés en chiffon pour des industriels. Quant aux vêtements de très bonne qualité, ils sont vendus à La Réunion à tout petit prix. On arrive même à avoir des textiles avec encore les étiquettes quasi sorties de magasin et qui vont être revendus aux habitants de l'île lors des journées mensuelles de vente au kilo. 4 € pour 4 kilos, et ce pour des habits en excellent état. Titang lutte à sa manière contre la vie chère. Mais ici, on trouve désormais des ateliers de couture pour valoriser ce qui n'est pas vendu.
2 premières créations sortent aujourd'hui des ateliers et avec un peu d'idées, tout textile peut donc retrouver une utilité. Ici, on a par exemple un produit qui est une commande d'un client où il y a son propre logo. Et puis ici, vous êtes sur l'alternative au sac plastique, donc un cabas, équivalent au sac que l'on trouve en grande surface. Et le but, c'est vraiment de créer des produits à destination du grand public. Sur l'île, on trouve désormais des bornes de récupération un peu partout. Et les Réunionnais jouent le jeu. La collecte est un succès grandissant. L'association Titang Récup signe une belle réussite entre protection de l'environnement, insertion professionnelle et création de richesses. C'est QFD. Public Sénat, en partenariat avec Nexa, l'agence de développement de la Réunion, vous a présenté Positive Outre-mer. Je suis une femme et j'ose me présenter. Première femme à se présenter à la candidature suprême, comme on dit. Oui, il fallait oser le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs en m'adressant à toutes les femmes, pas seulement celles de la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'on puisse me faire un traitement particulier parce que je suis une femme, c'est une injure, c'est une infamie pour moi. Mes collègues étaient absolument fascinés. Ils étaient tout émoustillés. Personne n'aurait imaginé de dire « le général de Gaulle se quasi-chauve ». J'en fais aujourd'hui. Il avait une manière de parler que les femmes ont souvent en politique qui n'est pas la même. Il y avait le côté mère protectrice. On a beaucoup de mal à considérer qu'une femme qui entre en politique le fait de son propre chef. D'un côté, ils prétendent être heureux de voir des femmes se présenter à la présidence de la République, de l'autre côté, ils ne sont pas forcément prêts à voter pour elles. Un jour, je serai présidente. Demain à midi sur Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver à partir de la fin du mois de janvier pour cette nouvelle émission Terre à Terre diffusée sur Public Sénat pour vous donner envie d'agir et de réagir en matière d'écologie. Pas de leçons de morale, mais des initiatives citoyennes à l'honneur du débat, évidemment, dans un lieu sympathique dans le 18e arrondissement de Paris, la Recyclerie, avec une émission tournée entièrement au smartphone. À très bientôt donc dans Terre à Terre sur Public Sénat. Terre à Terre, présenté par Wendy Bouchard, bientôt sur Public Sénat.